En octobre 2023, 83 départements français étaient encore en situation de sécheresse. Un an plus tard, la France est sous l'eau et bat des records de pluviométrie historiques. Deux épisodes extrêmes qui traduisent l'incertitude liée aujourd'hui à la gestion de la ressource hydrique. Une situation qui pousse les pouvoirs publics à prendre de nouvelles mesures de régulation de la consommation et des usages. Alors comment les entreprises de propreté vont-elles être impactées? Quelles solutions peuvent-elles mettre en place pour maîtriser leur consommation et accompagner leurs clients dans leur démarche de sobriété? Voilà les quelques questions que nous allons aborder pendant à peu près 1h30 pour ce 9e service live. On rejoint tout de suite nos 4 invités. Bonjour à vous 4, merci de votre présence. Autour de cette table ce matin, Yannick Folliard, vous dirigez l'entreprise de propreté ABC Net à Rennes qui emploie 80 salariés. Bonjour Séverine. Bonjour. Virginie Denfer, vous êtes déléguée générale de FAIR qui représente les industriels de la détergence. Bonjour Séverine, bonjour à tous. Philippe Beaucourt, vous occupez le poste de formateur national chez Numatic. Bonjour Séverine, bonjour à tous. Et Marie Lanciot, vous êtes responsable innovation du groupe Atalian. Bonjour Séverine, bonjour à tous. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct via le chat. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé la tenue prochaine d'une grande conférence nationale sur l'eau. Alors, avant de passer la parole aux entreprises de propreté, j'aimerais qu'on évoque le cadre réglementaire du sujet de l'eau. Virginie Denfer, vous qui connaissez bien cette question, est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Alors oui, effectivement, en 2022, on réalise tous que l'eau est un... D'abord, on peut manquer d'eau, ce qui, je pense, nous était jamais arrivé avant, et que l'eau est un bien commun. Et le gouvernement prend un certain nombre de mesures. Au printemps 2023, il publie le plan pour une gestion résiliente de l'eau. C'est 53 actions pour promouvoir un usage sobre de l'eau, mais aussi pour préserver la qualité et la disponibilité de la ressource. À l'été 2023, en juin 2023, il y a un arrêté qui va permettre de prendre des mesures de restriction d'eau de 5 à 25%, ce qui est beaucoup en cas de sécheresse, pour les ICPE, donc installations classées pour la protection de l'environnement. Et en août 2023, on a un autre décret qui va permettre de simplifier, d'assouplir l'utilisation des eaux de pluie et des eaux résiduelles. Alors, qui n'est pas valable pour les ICPE, mais voilà, qui va permettre de simplifier cette utilisation, ce qui est très important. Alors, pour les produits de détergence, on a 3 types d'utilisation de l'eau. On a l'utilisation de l'eau dans les process de fabrication pour nettoyer, rincer les cuves, refroidir, réchauffer pour tester les produits. La deuxième utilisation, c'est l'eau en tant que matière première. Et ça, c'est extrêmement important en termes d'utilisation de l'eau de ville. Mais on verra qu'il y a d'autres moyens pour le faire. Et puis le troisième usage, c'est l'utilisation des produits d'entretien qui effectivement nécessitent de l'eau. Alors, déjà, on peut souligner que pour les produits d'entretien, on a aussi des obligations réglementaires spécifiques pour préserver la qualité de l'eau, puisqu'on a une obligation de biodégradabilité des tensioactifs pour les produits de détergents. La révision du règlement détergent va d'ailleurs accroître ces obligations de biodégradabilité. Donc voilà le paysage réglementaire. Alors si je comprends bien, les ICPE, comme vous les appelez, enfin comme la réglementation les appelle, ça concerne donc les fabricants de produits détergents ? Souvent. Pas tous, mais souvent oui, ça va concerner les produits de détergence. Et effectivement, en cas de sécheresse, le préfet peut imposer des restrictions d'utilisation d'eau entre 5 et 25%, sauf si vous avez démontré que vous avez un plan qui a réduit l'utilisation d'eau depuis 2018.
Alors, il y a ce sujet réglementaire, mais il y a aussi un véritable enjeu, une demande de la société civile, hein, si on peut dire, par rapport à l'eau et de faire attention à ses usages. On est tous concernés. Pour vous, Philippe Beaucourt, quel rôle peuvent jouer les entreprises de propreté? Quels sont les enjeux pour la filière, finalement? En tant que fabricant en fait, de matériel de nettoyage, nous pensons que les entreprises de propreté ont une carte à jouer concernant justement cette partie-là. Faire la différence par rapport à d'autres entreprises qui ne joueraient pas justement cette carte d'utiliser du matériel qui permettrait justement qui permet de réduire fortement la consommation d'eau. Mais pas que, il y a également la consommation électrique. Mais là, le sujet étant l'eau, donc on va surtout se focaliser là-dessus. Faire la différence, c'est une image de marque aussi. Ça leur permet de pouvoir justement communiquer sur le fait que quand ils abordent et quand ils vont vers leurs clients ou prospects hein, pour effectuer différentes devis, faire la différence en proposant du matériel adapté pour justement économiser de l'eau. Et cette différence forcément joue un rôle important sur leur image de marque. Et la différence se fera donc sur le terrain par rapport à certains confrères. Donc il existe, et fort heureusement depuis quelques années, des machines de nettoyage, autolaveuses en l'occurrence, qui permettent justement de partir sur cette économie d'eau, puisque pendant des années on pensait qu'il fallait détremper un sol pour le nettoyer, alors que la mécanisation a pris le relais. Hein. On peut parler du cercle de Sinaire en fait, hein, où tout a été fortement réduit, et fort heureusement, mais c'est la mécanisation qui a pris le relais en fait. Donc sur des nouveaux systèmes, de façon à ne pas avoir de déperdition ou très peu d'eau, et optimiser justement un lavage avec très peu d'eau. Ouais. Alors, une histoire d'image de marque, certes, mais du côté des entreprises de propreté, Marie Lancio, quels sont les enjeux, quelles sont les attentes des clients? Alors, nous avons deux profils de clients. On a des clients qui veulent devenir exemplaires en termes d'éco-responsabilité, donc qui nous challenge au quotidien sur plusieurs questions. C'est comment réduire sa consommation d'eau sur mon site. C'est pourquoi utiliser de l'eau potable pour nettoyer les sols, par exemple. C'est pourquoi ne pas utiliser l'eau de pluie, qui peut être filtrée aujourd'hui, pour faire les prestations de nettoyage. Donc ils ont un très gros focus, ils nous challengent au quotidien sur ces questions. Et au-delà de ça, ce sont des clients qui ont une obligation via la directive CSRD de rendre un rapport extra-financier sur leurs actions, en particulier en matière d'eau et de sobriété hydrique. Donc ça, c'est le premier profil de client. Le deuxième profil client, c'est un aspect comment je peux avoir des économies, comment je peux réduire ma consommation d'eau et apporter des économies. En particulier, on a cette question aujourd'hui sur les industries agroalimentaires qui sont très consommatrices d'eau. Donc, si on prend la filière viande, transformation de viande, poisson, transformation de poisson et transformation des fruits et légumes, le nettoyage humide des surfaces ouvertes représente 43% de la consommation d'eau d'un site industriel. Donc c'est important de mettre des chiffres dans ce contexte. Et 60% de ces 43% sont liés à ce qu'on appelle la première phase de prélavage. Donc on voit qu'on a un impact en tant qu'entreprise de propreté non négligeable sur la consommation d'eau dans ce secteur d'activité. Et pour donner encore d'autres chiffres, je pense que c'est important de donner correctement le contexte, c'est qu'un agent de propreté dans une industrie agroalimentaire consomme en moyenne 8 à 10 mètres cubes d'eau par jour, donc ce qui n'est pas négligeable. Et si on regarde ces chiffres d'un point de vue purement économique, effectivement, le coût de l'eau, on a l'impression que c'est peu, mais dans le circuit global de l'eau, si on prend en compte sa filtration, son traitement par exemple anti-calcaire, sa chauffe et ensuite son assainissement, le coût de l'eau en moyenne est de 5 € par mètre cube. Donc à l'échelle d'un site, mais aussi à l'échelle de la filière, ça peut être relativement important. Donc je pense qu'à un moment donné, les deux profils de clients vont converger. Et effectivement, il faut qu'on se pose la question de comment, en restriction
en période de restriction hydrique, je vais pouvoir continuer ma prestation correctement, que ce soit sur un site industriel ou que ce soit sur des zones où on demande effectivement des restrictions d'eau. Des départements concernés par des restrictions obligatoires. Donc il faut qu'on puisse, pour ces clients-là, réfléchir à des solutions durables. Alors, au niveau d'une entreprise de propreté comme ABC-Net, le sujet de l'eau, comment vous l'approchez ? Donc, le sujet de l'eau a été intégré depuis le début à notre démarche environnementale, à notre démarche continue en fait, d'amélioration. Et en fait, à cet effet, on a décidé d'être ISO 14001. ISO 14001, ça nous oblige à être à jour en fait un petit peu enfin pas qu'un petit peu, ça nous oblige à être à jour des textes réglementaires. Et donc à ce sujet, en fait, on a une personne en interne qui suit le sujet, aidée du GTE, le groupe de travail environnemental. Avec la version ISO 2015, là, on a fait appel à un cabinet extérieur pour justement suivre tout ce qui est veille environnementale au niveau des textes. Et vos clients, ils apprécient que vous soyez ISO 14001 ou le demandent ou ils Alors, on a certains clients qui sont sensibles, mais hélas pas encore dans la majorité. Et puis, grande surprise aussi quand même, les copropriétaires on a certaines copropriétés qui sont sensibles au sujet de l'eau, voilà, et qui, ça nous aide des fois en fait à pouvoir mieux expliquer un devis, mieux expliquer pourquoi on est des fois un petit peu plus cher que d'autres, voilà. On reviendra plus en détail sur ces aspects, vraiment sur site, chez les clients. Et vous disiez aussi, en préparant l'émission, comme autre motivation, il y a aussi donner du sens. Voilà, donner du sens à notre travail, en fait, pour nos collaborateurs, avoir un objectif d'amélioration. Et ça, c'est important, parce que ça permet de fidéliser aussi les collaborateurs. Voilà. Alors autour de cette table, vous êtes tous des acteurs responsables, quelle que soit votre filière et vos métiers. Quelles sont les démarches d'entreprise engagées en interne ? Virginie Denfert, vos adhérents, est-ce qu'ils ont des demandes de leurs clients concernant leurs engagements en matière de consommation d'eau ? Et quelles sont les mesures qu'ils mettent en place ? Alors oui, il y a des demandes, effectivement, et certains clients qui viennent de l'industrie agroalimentaire, il y a des demandes fortes. Il y a aussi, et je rebondis sur ce que disait Yannick, il y a une demande de sens aussi. Aujourd'hui, les salariés, ils ont besoin aussi de sentir qu'ils sont dans une entreprise qui est responsable, qui utilise sobrement les ressources. Alors, les démarches, d'abord, il faut faire un diagnostic parce qu'avant de lancer un plan d'action, il faut mesurer, il faut identifier là où il y a des consommations excessives. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui existent, notamment qui sont proposés par des fédérations comme la nôtre, des outils diagnostiques. Et puis ensuite, il faut faire un plan d'action. Alors, ce plan d'action, il va être sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'optimiser les process. Alors, j'ai des exemples, je ne vais pas citer des adhérents, j'aimerais bien, mais bon... par exemple, dans l'ordonnancement des productions, on va pouvoir économiser l'eau en faisant se suivre des fabrications qui sont proches. Ça permet d'éviter un rinçage des cuves. Un autre exemple, c'est qu'on peut installer des bus de nettoyage dans les tuyaux et les cuves qui, en fait, vont racler la matière première, vont racler le produit, ce qui va permettre de récupérer des produits qui resteraient collés aux cuves ou aux tuyaux, et puis de faciliter le rinçage. Un autre exemple que j'aime bien, c'est les cuves de sprinklage. Vous savez que sur les sites ICPE, il faut qu'il y ait des cuves de réserve d'eau en cas d'incendie. Et un de mes adhérents, au lieu de vider la cuve pour pouvoir vérifier le bon état de la cuve, en fait, fait plonger un scaphandrier qui va vérifier la cuve pleine, que la cuve est en bon état. Et en fait, ça économise 800 mètres cubes d'eau, donc ce qui est pas rien. Donc c'est une idée assez simple, alors, qui coûte un tout petit peu plus cher, mais voilà, qui permet vraiment d'économiser l'eau. Le deuxième axe, ça va être de récupérer, d'utiliser, recycler.
toutes les eaux, à la fois les eaux de pluie et les eaux, de nettoyage, hein, ce qu'on appelle les eaux de nettoyage. Un autre exemple de réutilisation d'eau qui est joli, enfin qui est un bel exemple, c'est que quand vous traitez de l'eau par osmose inverse, en fait, vous récupérez ce qu'on appelle une eau de concentrat, qui est de l'eau chargée en minéraux et en matières actives. Ben, cette eau de concentrat, plutôt que de la jeter ou de la mettre dans des boues de traitement, vous l'utilisez pour rincer vos cuves parce qu'elle est chargée en minéraux. Et donc, ça permet comme ça d'économiser de l'eau. Une entreprise a chiffré que l'utilisation de ces eaux de concentrat lui permettait d'économiser 900 mètres cubes d'eau de ville par an, ce qui est quand même très significatif. Et puis, le dernier axe, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation produit. Par exemple, depuis 20 ans, le secteur est engagé dans la compaction. Donc, ça veut dire fournir aux clients des produits plus concentrés, compacts, qui vont économiser de l'eau, et de proposer par exemple aux clients des centrales de dilution qui permettent à l'opérateur d'avoir son mélange tout fait avec la bonne quantité d'eau utilisée. Voilà, ce sont des exemples qu'on a édité dans un guide des bonnes pratiques en matière d'utilisation de l'eau. Par rapport au traitement des eaux usées, vous évoquiez en préambule qu'il y a une réglementation par rapport à ça. Est-ce que vous avez quelques éléments de précision là-dessus? Alors, tous nos sites, en général, on ne rejette pas d'eau. Dans une ICPE, on doit traiter les eaux qui sont utilisées pour les eaux de nettoyage. C'est des investissements, mais c'est utile. Ça évite de rejeter de l'eau chargée, entre guillemets, dans le réseau urbain, mais ça permet aussi de la réutiliser, notamment, par exemple, d'utiliser les eaux de nettoyage traitées comme eau de matière première des produits. Donc ça permet de recycler une eau de nettoyage et de l'utiliser dans la fabrication des produits. On pourrait arriver à être un peu en circuit fermé, alors pas à 100%. Pas à 100%, mais on n'y arrive pas à 100%. Mais en tout cas, ça permet des économies très significatives. Alors ça fait du bien au coût aussi, même si ça nécessite des investissements. Alors, Philippe Beaucourt, vous représentez aussi un fabricant qui a aussi une unité de production, qui a aussi des bâtiments. Qu'est-ce que vous mettez en place comme démarche par rapport au sujet de l'eau? Dans le cadre de la RSE globale, de toute façon, il y a différentes démarches qui ont été mises en place par la maison mère, qui se trouve en Angleterre, donc à Tchard, et également à travers les filiales, donc les différentes filiales qui se trouvent donc réparties sur l'ensemble de la planète. En l'occurrence, la filiale France, qui d'ailleurs dans son projet, enfin c'est plus qu'un projet de nouvelle filiale sur Marne-la-Vallée, va de toute façon dans son cahier des charges intégrer la récupération de l'eau des eaux pluviales de façon à pouvoir les réutiliser. Donc, à aujourd'hui, nous avons déjà mis en place donc, des systèmes de robinets donc, pour économiser l'eau, donc fortement sur cette partie-là. Donc c'est super important justement, mais dans la future construction, toute une démarche avec des récupérateurs d'eau pluviale, même pour l'électricité, avec des capteurs solaires, des choses comme ça, donc rentreront et par obligation donc, dans cette démarche-là. Je rebondis juste sur ce que Yannick disait tout à l'heure donc, concernant les devis, et je trouve ça rassurant sur ce qu'on avait comme discussion juste avant, sur le fait que les clients soient de plus en plus sensibles, et je pense que dans les semaines, les mois et les années à venir, j'espère qu'ils vont être de plus en plus sensibles à ça. Certes, la prestation, comme Yannick le disait, est plus chère, mais par contre, ils vont s'y retrouver dans l'économie d'eau, par le prestataire et l'économie d'électricité, donc sur des formules batterie par exemple. Donc, et je rebondis également sur ce que Virginie disait parce que je suis toujours passionné quand je l'écoute, puisque sa connaissance en chimie et en normes me passionne vraiment. Ça sent la question. Elle est calée. Non, en fait, j'ai pour l'instant pas de questions, mais c'est vrai que je rebondis toujours et j'essaye toujours d'écouter un petit peu ce qui est dit, surtout quand Virginie prend la parole, parce que c'est vraiment des choses qu'on devrait tous prendre en considération, ce qui a été dit jusqu'à présent, et je pense qu'on est encore loin
Alors, il y a différents je dirais, phénomènes à ça, hein. En l'occurrence, les pluies actuelles qui ne font pas... ne nous aident pas. Mais ne nous trompons pas, en fait. Hein. Donc, fait. puisque moi, j'ai un secteur sur le Grand Est, où pourtant c'est le Grand Est, où tout doucement, on commence à être en pénurie également d'eau. Donc, comme quoi... il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais cette discussion me rassure quand même. Ça se traite beaucoup par territoire. Hein. De toute façon, voilà, la France, elle est composée de différents territoires. C'est pas forcément la même situation partout. Donc, effectivement, il faut faire attention. C'est pas parce qu'il pleut beaucoup que on a oublié ce sujet. Tout à fait. Oui, puis il y a une question de qualité d'eau. En fait, aujourd'hui, il y a tellement d'eau que les sols ne peuvent plus absorber, qu'on se retrouve avec des boues, avec des problèmes de contamination. Enfin, donc, c'est ça, effectivement. Il y a une question sur vraiment la disponibilité de la ressource eau, mais aussi de sa qualité. Évidemment. Alors Yannick, par rapport à la démarche d'entreprise, en étant certifié ISO 14001, vous avez mené pas mal d'actions sur votre bâtiment, notamment la récupération des eaux pluviales. Oui, à la construction du bâtiment, en fait, on a décidé de récupérer l'eau de pluie du toit. En fait, on a un toit qui fait 1200 mètres carrés et on a créé une fosse, en fait, une cuve de 20 mètres cubes qui nous permet en fait de stocker cette eau récupérée, eau qui nous sert en fait pour les sanitaires et également pour le nettoyage des véhicules. Et tout le matériel, enfin, on a une activité aussi de paysagiste à côté et ça nous sert à entretenir notre matériel. Voilà. Et en 8 ans, puisqu'on a monté notre bâtiment en 2016, en 8 ans d'existence, on n'a jamais eu en fait à rebasculer sur l'eau de ville, en fait, tout simplement. Et est-ce que vous avez pu chiffrer un peu entre l'investissement nécessaire quand même à l'installation de ce système de récupération des eaux pluviales, l'économie que ça vous a générée? Est-ce qu'il y a... On n'a jamais fait cette démarche. Oui. Voilà. Je sais que la cuve, elle est vidée plusieurs fois par an, donc on doit économiser à peu près, je sais pas, 100 mètres cubes d'eau par an. Alors, c'est pas grand-chose par rapport aux chiffres d'Atalian, mais voilà, c'est déjà, à notre petite mesure, c'est déjà nos économies réalisées. Si tout le monde le faisait, ce serait c'est sûr. Les petits ruisseaux. Bien sûr. Exactement. Exactement. Alors pour le groupe Atalian, la démarche par rapport aux achats responsables notamment, comment ça fonctionne? Donc, effectivement, comme on a challengé les fabricants de machines sur la partie consommation électrique, aujourd'hui, on les questionne sur la partie consommation d'eau. Donc, de pouvoir trouver des machines, des textiles aussi, puisqu'on peut travailler sur les textiles pour consommer moins d'eau et pour nous accompagner à modifier nos méthodes de travail, tout en respectant les ressources naturelles. Donc c'est un travail d'accompagnement et je pense de long terme pour déjà challenger nos fabricants dans un premier temps, parce qu'ils ne sont pas tous matures, ils ne sont pas tous comme Philippe dans cette démarche et cette volonté de vouloir réduire la consommation d'eau. Donc c'est de les emmener avec nous dans cette démarche et effectivement de pouvoir insister auprès de la direction des achats d'intégrer un critère eau dans le choix et dans le référencement du matériel pour Atalian. Donc ça fait partie, ça doit faire partie intégrante des critères de choix dans nos cahiers des charges. Vous disiez que les fabricants ne sont pas encore tous matures, c'est-à-dire que vous avez l'impression que ce n'est pas vraiment encore une piste forte d'innovation, ce sujet de l'eau? Je pense qu'on peut faire mieux. Voilà. Non, autant ils ont une grosse démarche sur la partie consommation électrique. Je pense que tout le monde a été dans ce critère-là pendant des années. Aujourd'hui, très peu se sont intéressés à l'eau. Malheureusement, peut-être plus les gens qui font du textile que les fabricants de machines. Et oui, je pense qu'il faut qu'on les challenge davantage dans les mois et dans les années à venir pour arriver à des machines plus économiques qui vont faire des économies d'eau. Voilà, c'est plus simple. Mais je pense qu'il y a de la maturité à prendre sur ce sujet-là. Donc, vous le disiez, le sujet de l'eau est encore nouveau pour le secteur de la propreté. Alors, comment on fait pour embarquer les acteurs? Philippe Beaucourt, de votre côté, comment vous approchez notamment vos distributeurs et indirectement les entreprises de propreté pour les sensibiliser à ce sujet? En fait, les sensibiliser, ça fait quand même quelques années qu'on essaye de le faire, mais c'est toute une éducation aussi à mettre en place, mais surtout pour les demandeurs, les clients utilisateurs ou les clients des entreprises de propreté,
qui n'ont pas forcément été sensibilisés à ça ou formés. Donc, alors, nous, notre rôle en tant que fabricant chez Numatic, c'est également de suivre nos distributeurs, de suivre également les utilisateurs, de les écouter et de leur donner les informations justement sur cette sensibilisation, les sensibiliser, les éduquer sur l'économie d'eau. Alors, il est vrai que pendant des années, on a travaillé en tant que fabricant sur l'économie électrique, à sortir des gammes justement qui permettaient d'avoir une économie, surtout au prix du kilowattheure actuel. La formule électrique coûte 15 fois plus cher, donc sur une formule secteur 220 volts, que sur une utilisation pendant 1 heure, par exemple, sur une formule batterie. Mais effectivement, suite à ces différentes demandes du terrain, il était important pour nous également de pouvoir sortir une gamme qui permettait d'économiser de l'eau par divers moyens, déjà sur la rotation un peu plus lente, de façon à mieux émulsionner, limiter justement et préconiser fortement, ça fait des années qu'on le fait, de préconiser d'avoir des doseurs, de façon à avoir une maîtrise complète de la consommation de la chimie, mais la consommation d'eau sur le bon dosage. Mais on est aussi sensible à tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, tout ce qui est danger pour le salarié. Et la chimie en fait partie. Puisque... Mais alors, ce message-là, comment on fait passer au plus près du terrain? C'est ça, parce que au plus près du terrain, entre par le biais de la formation. volonté du fabricant, voilà. Par les formations, en fait, par la sensibilisation et les éco-gestes. C'est vrai qu'il faut en parler, la sensibilisation des salariés. Et à travers les responsables donc, des entreprises de propreté qui vont de plus en plus partir sur les bonnes pratiques et les mettre en œuvre sur le terrain. Parce que les entreprises de propreté, elles ont quand même la tête dans le guidon. Le plus souvent, elles se reposent sur leur fournisseur, pardon. Donc souvent, elles travaillent avec un distributeur local. Hein. C'est le cas pour ABCnet, par exemple. Donc je pense qu'il y a aussi... c'est pas forcément seulement répondre aux attentes des entreprises de propreté. Il faut que le distributeur soit sans doute proactif sur ces sujets-là. À nous de les former, en fait. Et c'est pour ça que, nous concernant, nous avons mis en place depuis quelques années, donc, et j'en fais partie à part entière, des formations dédiées aux distributeurs, dédiées aux utilisateurs, mais dédiées aux distributeurs et aux entreprises de propreté. Des formations afin de les sensibiliser sur tout ce qu'on vient d'évoquer. Et là, je dirais, le fer de bataille en fait, et puis ce que nous mettons en œuvre de plus en plus, c'est l'économie d'eau. C'est vrai qu'il est important justement de leur conseiller les bonnes machines. Pendant des années, on avait, tout fabricant confondu, avait mis en place sur leur autolaveuse, en l'occurrence, un système éco. En fait, nous l'avons retiré, ce système éco. On le met d'office, puisqu'il était très peu utilisé, voire jamais utilisé. Puisque, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais quand un aspirateur ou une autolaveuse ne fait pas de bruit, on a l'impression qu'elle ne fonctionne pas ou mal, alors que tout le monde, c'est paradoxal, puisque tout le monde souhaite avoir des machines de plus en plus silencieuses, donc avec moins de décibels, mais ce système éco, on l'a retiré, puisqu'il n'avait pas de sens, puisqu'il n'était pas utilisé. Donc maintenant, toutes les machines, nous concernant, sont d'office à l'utilisation en système éco. Donc pour justement, pareil, à l'économie d'électricité, mais à l'économie d'eau, et surtout de l'eau. Ouais. Et je reviens et je rebondis toujours sur le système de doseurs. Il me semble important de mettre en place, ça devrait même une obligation de mettre en place sur tous les sites, un système de doseurs qui protège le salarié de toute mauvaise manipulation et de tout danger par rapport à la chimie, mais surtout qui maîtrise complètement l'eau et la chimie. Ouais. Virginie Denfert, vos adhérents, ils ont aussi cet effort de pédagogie à faire. Tout à fait, mais je rebondis, le dosage est vraiment quelque chose de clé parce que tout le monde, et vous avez ce même réflexe, j'en mets un peu plus, comme ça, je suis sûre que ça va mieux marcher. Et puis ça sent bon. Et ça sent bon. Ça, c'est universel. Et nous, on essaie vraiment d'aller contre ça parce que nous, nos produits, c'est le bon dosage dans les bonnes conditions et ça suffit pour être efficace. Et je rebondis aussi sur le mode éco des appareils. On a l'impression que si on met le mode éco, ça va moins bien marcher, ça va être plus long. Donc, c'est pour ça, en fait, que les gens ne l'utilisent pas. C'est ça. Mais il faut que ce mode éco, effectivement, ça soit le mode standard. Alors, nous, comment on fait parce que nous, notre rôle de fédération, ça va vraiment être de sensibiliser, d'informer, de partager des bonnes pratiques. On essaie de le faire du mieux qu'on peut. Marie, vous parliez de la CSRD tout à l'heure. Déjà, ça va être un gros facteur de sensibilisation, ces obligations de CSRD, parce que même si vous n'êtes pas
obligés de faire ce reporting par la CSRD. Demain, si vous faites une demande auprès de votre banque, si vous faites appel à des capitaux, ils peuvent vous poser la question. Est-ce que vous êtes... Enfin, comment vous vous situez par rapport à ces critères-là? Nous, au niveau de la fédération, on est en train de réaliser la matrice de double matérialité sectorielle pour permettre à nos adhérents de travailler après en individuel. Je sais que la FEP fait la même chose. Oui, petit aparté, c'est ce que j'allais dire. La FEP est en train de La FEP fait la même chose, oui. Et on communique d'ailleurs, parce que nos matrices sont quand même un peu liées finalement. Et l'eau, clairement, la ressource eau est identifiée comme un impact très significatif pour nos métiers. Le deuxième axe de sensibilisation, ça va être ce guide de bonne pratique de la sobriété de l'eau que nous avons édité, qu'on partage avec nos adhérents, mais pas que, qui va être vraiment mis à la disposition de tous pour donner des idées, donner et sensibiliser. C'est sur le principe, oui, si lui l'a fait, peut-être que moi je devrais le faire. Et ça rend accessible en fait des choses qui peuvent paraître inaccessibles. Et puis, en termes de communication, sur nos réseaux sociaux, on est vraiment sur utiliser les bons produits au bon dosage, pour le bon usage, avec les bonnes précautions d'emploi. Donc ça, c'est vraiment notre leitmotiv permanent. Je rebondis en fait, si je peux me permettre, justement sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai que ça crée après un mauvais dosage, puisqu'on l'évoquait, un surdosage de chimie crée soit un chimiofilm ou un biofilm, et qui va obliger, ou l'entreprise de propreté ou le prestataire donc, sur le site à devoir utiliser plus d'eau. Donc on en revient toujours même pour essayer de rincer ou pour essayer de casser justement ce biofilm. Donc sensibiliser le personnel, les entreprises, les acteurs de la propreté dans ce sens, ça me semble hyper important, mais il faut vraiment que tout le domaine et tous les corps de métier s'y mettent. C'est une responsabilité collective. C'est ça, voilà. Exactement. Ouais. Monde, il faut s'y mettre. Ouais. Pour le groupe Atalian, également une sensibilisation, des éco-gestes, comment c'est organisé ? D'abord, ce que je veux préciser, c'est qu'un litre d'eau, c'est 1 kilo. Donc, tout simplement, se dire si je porte moins d'eau, donc ça a un double impact, c'est sur moi, sur mon physique et sur la ressource. Donc, le fait de travailler avec nos fournisseurs demain sur la portabilité de certains matériels, ça va forcément avoir un impact sur les consommations d'eau. Le fait de mécaniser certaines prestations, ça va forcément avoir un impact sur nos consommations d'eau. Et ça, c'est important parce que ça peut amener aussi l'adhésion de nos équipes sur le fait que le matériel qu'on donne, il est plus ergonomique, il est moins consommateur d'eau et d'électricité. Donc, en fait, on arrive dans un cercle un petit peu vertueux et ça peut être un moyen d'aborder ce sujet-là auprès des équipes. Donc, effectivement, nous, on a une obligation en tant qu'entreprise de propreté chez nos clients de vérifier que tout est en bon fonctionnement. Souvent, on nous dit vous êtes les yeux de mon bâtiment. Donc, on sensibilise l'ensemble de nos collaborateurs sur les éco-gestes, au-delà de l'électricité, parce qu'on était très focus consommation électrique. Maintenant, c'est sur les fuites d'eau, sur le fonctionnement des blocs sanitaires dans les bâtiments de nos clients, de détection de fuite. Et le fait aujourd'hui d'être digitalisé, ça permet aussi de remonter très rapidement les informations auprès de nos clients pour leur dire attention, dans tel bloc sanitaire, il y a telle fuite. Et donc, de facto, d'avoir des économies à l'échelle du bâtiment pour nos clients. Donc, il y a cette digitalisation et puis aussi l'arrivée des capteurs connectés qu'on peut utiliser aussi pour vérifier la consommation dans certaines zones très, très, très sensibles. Donc, à Talian, il y a une formation aux éco-gestes et c'est soutenu par la digitalisation et l'intégration de capteurs sur certains sites. Est-ce que vous pouvez nous reparler un petit peu de l'agroalimentaire ? Parce que là aussi, le rôle des salariés dans la conduite, le pilotage du nettoyage pour tendre vers une réduction de la consommation d'eau est importante.
Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, un agent de propreté, c'est 8 à 10 mètres cubes d'eau utilisée par jour. Donc souvent, nos clients ont une vision globale de consommation d'eau de leur site. Ce qu'on leur préconise, c'est de pouvoir suivre la consommation d'eau au niveau d'un poste de travail, au niveau d'un matériel, pour détecter le bon usage et le bon calibrage de ce matériel. Donc voilà notre première préconisation, c'est de mesurer pour piloter et pour mettre en place une démarche d'amélioration continue. Ce qu'on fait également, c'est de trouver le meilleur matériel et la meilleure méthode de travail. Donc toujours pareil, en collaboration avec nos fabricants de machines, c'est de se dire quelle est la meilleure pression, débit, température d'eau pour avoir un nettoyage parfait. Donc c'est de travailler sur une méthodologie et s'assurer que cette méthodologie est maintenue dans le temps. Donc c'est de l'accompagnement de nos experts métiers, c'est de la formation continue sur le terrain, c'est du pilotage d'indicateurs qualité qui nous permettent de maintenir la même qualité et la même maîtrise de l'eau tout au long du processus. Et puis c'est aussi de se dire... se rapprocher de nos fabricants de produits et de se dire peut-être que demain, sur des phases, on a une méthodologie en 5 phases, peut-être que demain, on pourrait passer en 3 phases. Donc déjà, peut-être se dire, on racle le sol plutôt que d'utiliser de l'eau pour ramasser les déchets. Et c'est peut-être d'arriver sur des produits qui vont demander... pour éviter de rincer, en fait. Alors, se dire peut-être qu'on pourrait arriver à ça demain pour supprimer cette phase qui consomme énormément d'eau. Alors, ça existe aujourd'hui. Il y a des... Alors, vous parlez de l'hygiène sur les sites agroalimentaires, c'est capital, hein, parce qu'un défaut d'hygiène sur un site agroalimentaire, on a tous en tête des épisodes dramatiques de contamination au salmonellose. Donc, c'est vraiment un site extrêmement sensible. Et aujourd'hui, on a des solutions de désinfection, donc qui sont des désinfectants qui ont leur autorisation de mise sur le marché, hein, qui sont homologués et qui n'ont pas besoin d'être rincés et qui sont utilisables en site de transformation, par exemple de viande, ou au site de fabrication de plats préparés qui sont très sensibles. Et effectivement, vous n'avez pas besoin de rincer ces désinfectants. Et ça, effectivement, ça permet de... On a mesuré, enfin, en tout cas, mes adhérents qui le commercialisent ont mesuré avec leurs clients, c'est une économie de 20 minutes dans le temps, dans le protocole de nettoyage. Et bien évidemment, c'est une économie d'eau très sensible. Donc ça existe aujourd'hui, ces solutions. Alors avant de rentrer un peu plus en détail sur vraiment les solutions sur les sites clients, je voudrais quand même passer la parole à Yannick Folliard pour que vous nous expliquiez comment vous formez vos salariés aux éco-gestes, à l'ISO 14001. Donc, chaque nouvel arrivant en fait, est suivi par un formateur, en fait, tuteur chez nous, pendant 1 mois. Et à l'issue en fait, de la période d'essai, il est dispensé une formation qui est basée en fait, sur le kit libéraux de la fédération, et auquel en fait, on a ajouté une petite formation interne, et puis une sensibilisation en fait, à ISO 14001. On se sert aussi la FEP a créé un petit livret avec les éco-gestes. Donc on donne ce livret aussi à nos collaborateurs pendant cette journée de formation. Voilà. Et puis après, en interne, en fait, on procède à des affichages. Alors nous, c'est dans les sanitaires, en fait, dans les copropriétés, généralement, on a des locaux ménages. Hein, donc dans les sanitaires, déjà on explique de ne pas oublier, parce que ça nous est arrivé une fois il y a 2 ans, un site où, en fait, où on passait qu'une fois par semaine, et en fait la chasse d'eau était restée bloquée. Ça a coulé en continu pendant une semaine. Voilà, donc depuis en fait on essaie de sensibiliser nos collaborateurs à ça. En interne en fait on a équipé nos lave-mains en fait au bureau de mousseur. Voilà, après
Et les salariés, du coup, ils arrivent à appliquer ces éco-gestes. Est-ce qu'ils ont besoin de temps en temps d'une piqûre de rappel? Parce qu'on sait que la formation, voilà, au début, et puis après ça passe. Ils ont besoin, c'est pour ça qu'en fait, on va régulièrement sur les sites, en fait, visiter. Et puis l'intérêt aussi d'ISO 14001, c'est que ça nous oblige justement à avoir mis tous ces protocoles en place, à faire un affichage. Puis bon, il y a quand même l'auditeur qui peut faire le gendarme et passer au moins une fois par an. Alors après, on organise aussi avec le cabinet d'audit interne un deuxième passage aussi sur nos sites. Voilà. C'est un véritable guide de conduite finalement, cette certification ISO 14001. Vous avez eu des aides par rapport à cette démarche? Alors pour la mise en place en fait d'ISO 14001, on avait été aidé par l'ADEME qui nous avait financé en fait la formation pour mettre en place ISO 14001 dans l'entreprise en fait, parce que c'est quand même assez long la mise en place. Voilà, et puis ça mobilise les équipes aussi. Voilà, on essaye avec le groupe de travail environnemental de faire un rendez-vous, une réunion en fait une fois tous les 2 mois pour faire un point. Voilà, donc c'est une petite réunion de 2 heures, mais en espérant que ça donnera des idées aux autres entreprises de propreté qui nous regardent. Alors justement, Yannick Folliard, vous évoquez les actions sur les sites clients. Vous mettez en place des méthodes particulières alors, qui n'ont pas vocation seulement à économiser de l'eau, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, on essaie aussi de sensibiliser, comme Marie le fait aussi chez Atalian, nos collaborateurs aux fuites d'eau qu'ils puissent détecter chez les clients. Donc chaque équipe, nous, est équipée d'un téléphone portable. Voilà, donc pour pouvoir être capable de prendre la photo et puis de nous prévenir en cas de fuite d'eau, notamment sur les copropriétés, voilà, où on ne se rend pas forcément compte. Et nous, on se promène dans la copropriété tous les jours, donc on est au contact quotidien voilà. Et pour la méthode de préimprégnation, c'est quand même important de le souligner parce que ça l'économise énormément d'eau quand même par rapport à un lavage. Et effectivement, donc on a mis en place la méthode de préimprégnation depuis 2010. Je pense qu'on était parmi les premières entreprises. Alors, en fait, cette démarche a été initiée avant tout par on a 3 APTMS, donc des agents préventeurs de troubles musculo-squelettiques dans l'entreprise. Et l'objectif de la démarche, en fait, c'était de limiter les TMS et ne plus avoir en fait à étreindre les franges. Et en fait, on est arrivé aux franges par imprégnation et on se rend compte que s'il y a moins de port de charge, puisque on utilise 20 centilitres d'eau par frange, donc il n'y a plus besoin de porter un seau de 8 litres d'eau. Et puis, du coup, ça entraîne moins de consommation d'eau sur les sites. Alors, comment c'est organisé concrètement? Est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple? Parce que je pense que c'est intéressant de comprendre. On connaît bien la méthode de préimprégnation à l'hôpital, mais là, comme vous avez des sites quand même diffus, alors, comment vous organisez? Quand on a, par exemple, une copropriété où on a 5 étages sur la copropriété, on arrive avec 5 franges et en fait, une frange nous sert à faire un étage d'escalier et puis à chaque étage, en fait, on reprend une frange propre. Voilà. Après, en fait, dans les bureaux, c'est le même système, même si dans les bureaux, en fait, on essaye de mécaniser au maximum. Et donc, on a des... Alors, je ne me souviens pas le nom, on utilise des machines pneumatiques, mais on est capable de... Ça tombe bien. Je suis là. Ce sont des mini-autolaveuses. C'est la micro-laveuse, en fait, c'est la 240 NX qui permet justement d'aller dans les petites surfaces. Voilà, c'est fait. Un nom un peu trop compliqué pour moi Pas la citer. à retenir. Mais avant qu'on passe à la mécanisation, parce que je donnerai la parole à Philippe à ce sujet, pour l'organisation vraiment de la préimprégnation, les salariés, ils les récupèrent où, les franges imbibées? Où est-ce qu'ils les rendent quand elles sont sales? Dans notre organisation, nos collaborateurs passent au bureau tous les matins. Donc, ils reportent avec des franges propres tous les matins. Et en fait, la préimprégnation se fait sur place. En fait, on a des verres doseurs. En fait, dans chaque véhicule, ils ont des bidons d'eau avec voilà, en fait, pour pouvoir remplir. Sur chaque frange, ils versent un peu de solution. Et quand elles sont sales, donc le lendemain matin, Donc, en fait, ils repassent tous les midis au bureau. Ils repassent aussi le midi. Ils repassent le midi au bureau. Donc, ils ramènent le linge qui est lavé, en fait, et qui leur permet de repartir le lendemain avec
ces mêmes franges nettoyées et séchées. Et donc, dans le choix de vos machines également, vous avez une démarche par rapport à ça, donc un peu plus de mécanisation, mais aussi un choix d'autolaveuse économe? Oui, autant que faire se peut. D'accord. Philippe Beaucourt, sur la mécanisation, parce que c'est quand même intéressant de savoir qu'en passant d'un lavage manuel à la mécanisation, on peut économiser quand même pas mal d'eau. Alors, elle peut économiser de l'eau, effectivement. Alors, on évoquait la pré-imprégnation. De plus en plus, nous, en tant que fabricants, on remarque qu'on est de plus en plus sollicité, justement, par nos distributeurs et sur le terrain par les utilisateurs sur la pré-imprégnation. Alors, une pré-imprégnation, c'était déjà dédié aux hôpitaux, comme ce qui a été indiqué. Elle se généralise, fort heureusement, dans les collectivités, dans les entreprises de propreté, puisqu'elle permet effectivement d'économiser de l'eau, mais pas que, puisque la démarche première, c'était surtout de limiter les troubles musculo-squelettiques. Mais c'est là où on remarque, en fait, où c'est fascinant, c'est que dans les démarches qui ont été mises en place depuis des années, on s'aperçoit qu'on va naturellement aller vers l'économie d'eau. Et c'est plus facile, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de sensibiliser du personnel utilisateur sur leur propre santé, mais qui va découler vers d'autres avantages également. C'est l'économie d'eau, l'économie de chimie, enfin tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Mais la sensibilisation, ça passe par effectivement des formations. Et on évoquait le fait de devoir répéter. Oui, être pédagogue, c'est l'art de la répétition, donc forcément que c'est bien de faire des piqûres de rappel et de le rappeler sans cesse. La mécanisation, elle, a évolué dans ce sens également. C'est qu'on s'est aperçu, nous fabricants, sur demande des entreprises de propreté, parce qu'on est très proche des entreprises de propreté, à ce sujet d'élaborer et de fabriquer et d'aller vers l'innovation en machines de nettoyage, on s'est aperçu qu'il y avait des sites qui étaient devenus trop grands pour continuer au lavage à plat ou même à la pré-imprégnation, mais qui étaient encore trop petits pour mettre des autolaveuses pures et dures. Donc d'où sont nées ces micro-laveuses qui permettent justement, ou ces rotolaveuses, parce qu'on peut parler également de rotolaveuses, système rouleau, soit à vapeur, soit avec de la chimie, et de l'eau, on s'aperçoit qu'on en met de moins en moins. C'est la mécanique qui a pris le relais en fait. Donc c'est là où nous on intervient, c'est notre rôle d'intervenir et de proposer, avant de sortir et d'officialiser une sortie de machine, c'est d'aller voir justement les acteurs principaux, donc les entreprises de propreté, et de leur demander leur avis sur ça. On a la chance aussi d'avoir un centre de recherche et développement qui nous permet de pouvoir le faire, et de pouvoir après améliorer, modifier et faire évoluer donc la mécanisation à ce sujet. Ouais, puis ces autolaveuses, nous on les utilise souvent sur des sols souples, les thermoplastiques ou les carrelages, et ça permet quand même aussi d'éviter l'encrassement des sols, parce que quand on lave le sol, inévitablement il y a une couche d'eau qui reste sur le sol, et cette couche d'eau, elle est mélangée également avec un petit peu de saleté qui reste. Donc ça diminue aussi les interventions de remise en état. On n'a plus besoin de faire des interventions de remise en état, donc économie aussi pour le client au bout du compte. C'est beaucoup de sites en fait. C'est vrai qu'on remarque sur certains sites, il manque pas grand chose, il manque juste une aspiration. Au lieu d'aller balader la saleté et l'amener d'un endroit à l'autre tous les jours sur une mauvaise utilisation. Et là on vient aux méthodologies, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les méthodologies amènent aussi naturellement à faire des économies sur beaucoup de choses. L'eau, mais sur d'autres choses également, et surtout la pénibilité des agents, donc sur les efforts qu'ils doivent mettre en place. Et la mécanisation donc vient justement prendre le relais et permet effectivement de passer sur moins de phases de lavage en fait, et donc moins d'utilisation d'eau sur certains sites. Sur ça. Vous aviez chiffré à peu près l'économie d'eau que vous pouvez réaliser avec une laveuse Avec une micro-laveuse, en fait, on a chiffré, c'est-à-dire que par rapport à un lavage à plat traditionnel, la méthode de seau-presse, on va être aux alentours de 5000 litres d'eau d'économie par machine. Donc en moyenne. Donc l'action qui est mise en place, mais c'est la petite parenthèse en fait, c'est de reverser justement à une association qui œuvre pour aller, comme à Madagascar en l'occurrence, c'est l'action du moment, pour aller mettre en place des puits pour pouvoir donner accès, parce qu'on parle de l'eau, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe depuis quelques mois, avec toutes ces chutes d'eau qu'on peut avoir, donc c'est un peu un paradoxe quelque part. Mais il n'empêche que quand on regarde un petit peu autour de nous et dans les autres pays, on s'aperçoit qu'il y en a énormément qui n'ont pas accès à l'eau.
Donc, alors oui, on met des choses en place et on en parle, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais il y a également les pays qui n'en ont pas et qui n'ont pas le choix. Et en France, l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de foyers qui n'avaient plus d'eau potable. Donc ça, c'est quand même, ça risque de se reproduire malheureusement. Par rapport aussi à la mécanisation et peut-être l'utilisation de certains disques avec les autolaveuses, on peut également avoir des économies par rapport à... C'est vrai que les fabricants de disques abrasifs, en l'occurrence, ont énormément travaillé sur ce sujet. Donc d'avoir des disques comme la mélamine, par exemple, qui permettent d'utiliser beaucoup moins d'eau et d'avoir donc des résultats même sur des remises en état. Alors certes, il ne faut pas en abuser de ce système de mélamine, c'est vraiment pour des remises en état, mais ça évite de détremper, de devoir passer par des décapants, par de la chimie qui était quand même une chimie lourde à l'époque. Ça, c'est pas forcément mon domaine, mais et fort heureusement, tout ça s'améliorait. Donc la mécanisation associée à la chimie, mais associée également à des disques adaptés, font que, mais surtout les bonnes méthodologies, et ça s'était perdu pendant des années, les méthodologies, tout le monde cherchait des machines, la machine miracle, en fait elle n'existe pas la machine miracle, hein. C'est une association de choses qui vont faire que je vais avoir du résultat et optimiser mon nettoyage. Donc ces améliorations, ces nouveaux disques, mais il faut les mettre en musique, hein. C'est-à-dire qu'il faut mettre les bonnes méthodologies et surtout en parler, donc en parler sans cesse. Et là où c'est plaisant, c'est que, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que en sensibilisant les agents pour leur propre santé, en fait, on arrive à obtenir beaucoup plus de résultats qu'en les obligeant à. Parce qu'ils voient un bénéfice pour eux, en fait. Personnel, ouais. Ils voient un bénéfice personnel, mais je voulais rebondir. Un nettoyage, en fait, un bon nettoyage, c'est la combinaison de 3 facteurs. Le facteur mécanique, je frotte, la température et le facteur chimique, en fait, qui va... Et en fait, le nettoyage va être une combinaison de ces trois actions et tout, je dirais, l'art du nettoyage, en tout cas tout notre métier, nos métiers collectifs, c'est de doser ces trois éléments au profit, effectivement, des salariés, au profit de la sobriété et de l'utilisation sobre des ressources, et au profit de l'efficacité, parce que alors, ce qui nous unit tous, c'est que nos clients, ils veulent que ça marche et que ça soit efficace. Et que ça soit... Donc, c'est vraiment la combinaison de ces 3 facteurs qui va nous permettre de satisfaire nos clients et les vôtres. Exactement. Alors parfois cet équilibre il est difficile à trouver, ça donne quand même beaucoup de contraintes sur le terrain, notamment aux équipes opérationnelles des entreprises de propreté. Marie Lancio, j'aimerais que vous nous parliez d'une expérimentation qui est quand même dépassé un peu le stade d'ailleurs de l'expérience, par rapport aux aéroports sur lesquels vous travaillez. Effectivement, nous on s'est dit il faut économiser l'eau, mais il faut surtout essayer de rentrer dans la circularité. C'est-à-dire de pouvoir utiliser la même eau tous les jours sur le site. Et donc, on s'est rapproché d'une start-up, je vais citer qu'une fois, Matsia, parce qu'on a fait un gros job ensemble sur la création, la co-conception d'une mini-station de traitement des eaux usées, de lavage des autolaveuses. Donc, l'idée, c'était de dire comment je recycle sur site l'eau de nettoyage. Donc en fait, c'est une mini-station qui n'amène aucune contrainte pour les opérateurs. Parce qu'on sait que si l'action est exemplaire, l'économie d'eau, si elle amène de la contrainte auprès de nos agents, on ne va pas forcément avoir une adhésion immédiate. Donc vraiment, on a beaucoup travaillé dans un premier temps sur l'automatisation du processus pour que l'agent puisse faire comme il fait d'habitude, c'est-à-dire j'arrive, je vidange mon autolaveuse et je vais la remplir d'eau. Donc en fait, il va faire la même chose, sauf que cette mini-station est équipée de plusieurs phases qui va permettre de traiter l'eau. Donc notre première phase, elle a été de dire, je suis désolée Virginie, mais de dire on ne met plus de chimie pour nettoyer les sols, parce que c'est compliqué de traiter de l'eau qui est
dans lesquels on incorpore de la chimie. Donc on a voulu simplifier un petit peu ce traitement. Donc on nettoie par les disques de diamant qui sont suffisants aujourd'hui pour nettoyer les sols et maintenir la brillance. Et donc derrière, cette eau passe par plusieurs phases. Donc un dégrillage, ensuite un décanteur. Donc tout ça, vous imaginez, c'est sur 2 mètres carrés au sol. Donc ça ne prend pas non plus énormément de place chez notre client. Une fois que c'est décanté, on a évalué le type de filtre qu'il fallait installer dans cette machine, puisque ce qu'on a découvert avec cette start-up, c'est que l'eau de lavage, étant donné qu'on utilise moins d'eau, elle est ultra chargée. Donc ultra chargée en métaux lourds, ultra chargée en matière en suspension. Donc il fallait qu'on ait un système de filtration adapté à cette eau qui était très chargée. Et donc on a mis des filtres de 50 microns, après de l'ultrafiltration qui peut aller jusqu'à 0,015 microns. Et donc tout ça finit dans un bac où il y a une lampe UV pour permettre de maintenir l'eau propre. Donc ce n'est pas une eau potable qui sort de cette machine, c'est une eau propre qui va pouvoir être réemployée dans nos autolaveuses pour continuer à nettoyer les sols. Donc en fait, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce sujet. Donc il y a des analyses d'eau qui ont été faites à l'entrée et à la sortie de la machine. Et donc pour ce site où on l'a mis en place, c'est 1 mètre cube d'eau économisé par jour pour un site qui fait 5000 mètres carrés au sol. Donc voilà, comment Yannick il disait, il n'y a pas de petites économies. Je pense que 1 mètre cube sur ce site, plus 1 mètre cube, à l'échelle de la filière, c'est énormément de mètres cubes économisés, recyclés pour les entreprises de propreté. Et donc, donc voilà, l'idée c'est de travailler en circuit fermé, oui. Circuit fermé. Il y avait un des sites qui avait aussi un système de récupération des eaux pluviales que vous utilisez quand même, ces eaux pour... effectivement, sur un site aéroportuaire qui est équipé de récupérateurs d'eau de pluie, il y a eu toute une démarche d'utilisation de l'eau de pluie filtrée dans les autolaveuses pour pouvoir nettoyer les sols. Donc ça, c'est en place. Et donc l'idée, c'est je prends l'eau de pluie, je la filtre, je la mets dans l'autolaveuse. On utilise cette eau de pluie, je la mets dans le système de traitement de la mini-station et je réutilise cette eau de pluie pour nettoyer les sols. Donc en fait, on n'est plus du tout consommateur d'eau potable pour nettoyer les sols sur ce site-là. Et c'est vrai que c'est vraiment un cercle vertueux. Et la chance qu'on a sur les aéroports, c'est que vous n'avez pas le droit de rentrer avec vos bouteilles d'eau dans... Après les contrôles. Donc oui, on va notre idée voilà, avec le client, c'est de dire comment je peux récupérer l'eau au niveau des postes de contrôle. Ah, génial. Pour pouvoir rentrer en... Ah oui, non, ça va très loin. Hein, c'est énorme en fait. Ouais. Quand vous voyez les poubelles, les quantités d'eau jetées. Qui sont jetées, Nous, on a fait l'essai et c'est 200 litres d'eau jetée par demi-journée au niveau d'un poste de contrôle. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est vachement bien. Il n'y a pas de petits gestes. En fait, on voit qu'on peut économiser sur de nombreux endroits. Et donc, chacun aura la bonne idée pour pouvoir récupérer cette eau. Et alors, cette solution, elle peut être déclinée sur d'autres sites? Oui. Un bâtiment tertiaire Oui. Ça va se faire? Ça va se faire. Oui. Non. L'idée, c'est plutôt sur... comme on a une machine qui traite entre 1 et 3 mètres cubes d'eau par jour, il faut aussi des sites qui puissent... Alors, si vous consommez plus de 3 mètres cubes d'eau par jour, cette machine ne va pas être adaptée au site. Mais voilà, je pense que une grande majorité de nos sites vont pouvoir être équipés de ce genre de machine. Après, il faudra voir, effectivement, il y a peut-être certains sites où ça fonctionnera moins, peut-être dans la santé, je pensais à l'hôpital, ils vont peut-être pas vouloir... je voulais après, voilà, c'est encore à voir si c'est adapté. Oui, Virginie. Ce qui est beau ce qui est hyper intéressant dans ce que vous racontez, c'est que c'est une solution que vous avez étudiée sur mesure, avec votre client, en fonction des besoins. Et alors, vous m'avez un peu taquiné en disant il n'y a pas de chimie. En fait, nous, ce qu'on essaie de... Très bien, si c'est cette solution qui fonctionne. Mais je dirais que
le grand public ou certaines entreprises vont dire « Ah bah très bien, on va appliquer ça partout ». Ben non, parce que partout, ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'est pas les mêmes besoins en propreté, ce n'est pas les mêmes besoins en désinfection. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment de trouver des solutions qui soient adaptées au client et à son besoin de propreté. Effectivement, dans une chambre d'hôpital, vous avez un petit peu plus de besoins, notamment de désinfection, que dans un aéroport où il y a des milliers de personnes qui marchent tous les jours. Donc, nous, on veut vraiment lutter contre ça, c'est-à-dire les solutions one size fits all. Non, ça ne marche pas. Et il faut vraiment faire attention à ça. Préserver l'efficacité, hein, quand même. C'est préserver toujours l'efficacité et le besoin du client. Et un client dans un site agroalimentaire qui transforme de la viande, il n'a pas les mêmes besoins qu'effectivement un aéroport. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Oui, là, on est effectivement, le fait d'utiliser de l'eau propre et pas potable, ça a des impacts. Ça peut avoir des impacts. Donc, sur des sites où effectivement il faut qu'on ait une hygiène irréprochable et un suivi microbiologique des surfaces, cette solution n'est pas forcément adaptée. Donc, moi, je vous rejoins à 100%. C'est vraiment travailler sur la méthodologie. Comme vous le disiez, il y a 3 facteurs, dont la chimie. Et là, ça fonctionne sur ce site-là. Il faut effectivement prendre au cas par cas. Tout à fait. La bonne machine, la bonne méthode, le bon produit, le bon textile. Tout à fait. Et c'est tout notre travail à faire au quotidien. Voilà, et c'est vraiment tout le travail à faire au quotidien pour répondre aux besoins de vos clients. C'est vrai que vous parliez de textile, Marie Lancio, mais on n'a pas de représentants de fabricants de textiles, mais quand même, on peut souligner les microfibres. Ça fait quelques années quand même que c'est devenu, ça s'est démocratisé, généralisé dans les entreprises de propreté. C'est quand même quelque chose aussi qui a permis de réduire les consommations d'eau. Tout à fait, microfibres, hein, tout en gardant l'efficacité des méthodes. Même dans le grand public, hein, vous avez un développement d'offres en microfibres qui effectivement diffuse ce progrès. Alors là, on a fait un bon constat sur la situation actuelle. Si on se projette un peu, je vais aller avoir une question un peu folle, mais et si demain les clients demandaient que l'entreprise de propreté paye l'eau qu'elle utilise pour ses prestations? Comment on fait? Est-ce que vous pensez que ça arrivera? Est-ce qu'il faut l'anticiper? Yannick Folliard, qu'est-ce que vous en pensez? C'était pas prévu, ça? Non. Payer l'eau. Déjà, nous, on continue notre démarche Alors, on l'a pas évoqué aussi, mais au bureau, on a une centrale de dilution pour essayer aussi de limiter la consommation. En fait, alors, je m'éloigne un peu de ta question, Séverine, mais pour limiter en fait toute la consommation, nos collaborateurs ont une fiche en fait de produits qui remplissent une fois par semaine. Et une fois par semaine, en fait, on leur donne ce qu'il faut en sac poubelle, etc., en produits. Et notre démarche, elle s'arrête là pour ce qui est de la consommation de l'eau et avec l'imprégnation, etc. Ta question de me dire, là je sèche un peu sur ne pas utiliser. Oui, non, parce que est-ce que ça pourrait arriver? On sait pas, une copropriété, quand même, quand on voit le prix de l'eau aujourd'hui, il y a bien un client en copropriété qui va peut-être un jour vouloir dire, bon, bah, quand vous faites la prestation, là, de telle heure à telle heure... Surtout qu'on a déjà le cas, en plus, des fois dans des copropriétés, on a un local ménage qui est dans par exemple, la cage du bâtiment A. Et puis, il y a 3 bâtiments, A, B et C, et souvent on nous demande, il faut installer un sous-compteur parce que c'est pas normal, la copropriété A, on n'a pas à payer pour les copropriétaires du bâtiment Alors C. déjà, d'accord. Voilà, c'est entre eux, là. On a déjà cette problématique. Mais peut-être que ça viendra. On a déjà cette problématique. Voilà. Après, il faut quand même qu'on puisse travailler, mais pourquoi pas. Après, on s'adaptera tous. Hein. De toute façon, on est tous dans des démarches d'innovation permanente. Donc, nous, on s'adaptera dans les types de produits qu'on offre. Hein. Je citais déjà des produits qu'on peut utiliser, des produits de désinfection qu'on peut utiliser sans rinçage, des produits qui se rincent mieux, des produits compacts. Donc, tout ça nous oblige à l'innovation, je pense, collectivement, et c'est bien, c'est ce qui nous fait avancer. Les entreprises de propreté sont quand même consommatrices d'eau.
Marie Lancio, quelle est votre approche de cette question si un jour, parce que déjà dans l'agroalimentaire, ça commence un peu à venir, cette question du prix de l'eau. Oui. Moi, je pense qu'on est en train de mettre en place des compteurs d'eau partout, en particulier dans les locaux de propreté. Je pense que nos clients vont avoir une analyse fine de leur consommation d'eau par profil d'utilisateur dans le bâtiment. Et de là nous faire payer, peut-être pas tout de suite, mais je pense que c'est aussi dans leur tête. Pourquoi pas, ils se disent. Mais voilà, c'est au moins nous rendre responsables de la consommation. C'est ça, de mesurer. En mesurant notre consommation, en disant, et en pouvant comparer un prestataire à un autre, en disant c'est quand même assez étonnant. Toi, tu consommes 10 mètres cubes alors que ton collègue, il en consomme 1. Pourquoi ? Donc, un peu nous challenger effectivement sur déjà l'analyse des indicateurs eau. Et après, peut-être qu'effectivement, ça rentrera un peu comme une ligne produit. On aura une ligne eau dans nos comptes d'exploitation, ce qui feront que ça rendra encore plus responsables nos exploitants. C'est une contrainte de plus, mais malheureusement, je pense que dans certaines zones, on va y être confronté. Et surtout, moi, ce que je réfléchis, c'est comment on peut aider nos clients dans des zones où ils vont être en stress hydrique, parce qu'on sait qu'il y aura d'autres épisodes de stress hydrique dans les années à venir. Comment on va maintenir notre activité tout en nous demandant de moins utiliser d'eau. Donc, comment on peut anticiper cette période-là avec nos fabricants de machines, avec des machines comme la mini-station, comment on peut récupérer l'eau de pluie, comment on peut aider nos clients à réfléchir à ça, à la stocker, cette eau, pour qu'effectivement on soit toujours en continuité de service malgré les événements climatiques qui vont arriver de plus en plus et qu'on a du mal à anticiper. Vous avez eu des annulations de prestations oui. L'année dernière. C'est ça. Donc c'est ça qui nous fait réfléchir aussi, c'est de dire le client, je suis dans une zone à stress hydrique, la mairie me demande de faire attention, si je sors un nettoyeur haute pression et que je nettoie mes façades alors qu'on est en restriction hydrique, en termes d'image, parce que c'est un client qui a un fort impact image, ça ne va pas passer. Donc, effectivement, il nous a annulé toutes nos prestations de nettoyage haute pression de ces façades en 2023. Donc, il faut je pense, y penser. Plutôt que de nettoyer les extérieurs avec de l'eau, c'est là où on se dit à nos fabricants, est-ce que je peux faire autrement ? Quelle autre solution ? Est-ce que j'ai une autre solution que d'utiliser la ressource eau pour décaper les façades ? Et je pense qu'il faut y réfléchir, il faut qu'on trouve des alternatives pour maintenir notre activité dans les années à venir. Anticiper, c'est important, mais c'est aussi apporter de la valeur ajoutée. Vous en parliez, Philippe Beaucourt, en début d'émission. Quelle est votre approche par rapport à ça ? Comment vous voyez évoluer les choses ? Les entreprises de propreté vont-elles se saisir du sujet ? Oui, alors après, ce qu'on évoquait, le fait, peut-être qu'un jour, ce sera facturé aux entreprises de propreté, que l'eau serait facturée. Je pense qu'il y a déjà une sensibilisation donc, par rapport à ça, mais qui est déjà en route par rapport à l'utilisation de machines adaptées sur cette économie d'eau, de façon à, ce qu'on disait tout à l'heure, à pouvoir avoir une prestation plus économique vis-à-vis justement du client, et puis de pouvoir faire la différence entre certains confrères qui ne le feraient pas, et sur l'électricité également. Donc sur ça. Après, je ne voudrais pas donner d'idées à certaines personnes, mais ça avait déjà été évoqué il y a quelques années, de vouloir nous facturer ce qu'on rejetait en eau, en fait. Oui. Et c'est là où je pense qu'il y a danger, si jamais ça devait se réaliser, où là ça va percuter et que les clients, vos clients en entreprise de propreté vont vous demander donc, à vous facturer la prestation. Il y a des solutions déjà d'utilisation donc, de la mécanisation adaptée pour économiser. Moi, l'idée qui me semble intéressante, c'est quand même les mini-centrales, en fait, pour justement travailler en circuit fermé ou presque, et d'être autonome complètement à ce sujet. Je pense que c'est un sujet qu'il faudrait développer. Au maximum, finalement. Au maximum, au maximum. Nous, fabricants, alors c'est vrai qu'en autolaveuse, ça serait compliqué de pouvoir l'intégrer sur une laveuse, mais pourquoi pas sur un élément externe qui serait relié après dans le local de stockage
Moi, ça me semble une idée intéressante et qu'il faudrait vraiment développer afin de sensibiliser. Mais la mécanisation, elle est déjà depuis quelques années en route vers ce sens-là. Mais il n'y a rien qui fait pour le moment, mis à part les personnes vos clients en fait, en entreprise à propreté, qui sont déjà hypersensibles par le manque d'eau sur certains sites, certains secteurs, certaines régions, donc, ou par le fait d'avoir cet esprit justement d'économie sur l'eau et l'électricité. Mais il y aura de toute façon un phénomène déclencheur à un moment donné qu'il faudra de toute façon mettre en place. C'est soit on sera tous à la même enseigne, on n'aura plus d'eau, contrairement à cette année, mais effectivement on n'est pas à l'abri l'année prochaine, ou même peut-être même en fin d'année, d'avoir des restrictions d'eau sur certains secteurs, et ça peut arriver très rapidement. Mais il faut qu'il y ait un élément, un déclencheur en fait, sur ça. Après, il faut être proactif aussi, et nous, c'est ce qu'on recommande à nos... D'anticiper quand même, c'est d'anticiper nos adhérents, de dire, de toute façon, ça va arriver. De toute façon, c'est une vraie demande de la société, que ce soit des consommateurs particuliers ou des clients professionnels. Donc, il faut anticiper et être proactif par rapport à ça. Et si demain, une entreprise de propreté arrive en disant moi, je vous propose une prestation qui fait économiser de l'eau, ça peut capter l'intérêt, ça peut être un vrai facteur de différenciation. Ou l'électricité, l'association de tout, c'est vrai que mais ils sont de plus en plus sensibles à ça. Donc je pense qu'il faut aussi anticiper, et pas forcément attendre le signal. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous acteurs. Oui, parce que sinon, il risque d'y avoir des obligations, des contraintes réglementaires un jour. De toute façon, il y en aura. De toute façon, il y en aura. C'est certain. Il y en aura. Et c'est vrai qu'on est acteurs, et c'est notre rôle aussi sur le terrain. On le voit tous. Donc c'est aussi de conseiller. Pendant plusieurs années, donc, a été mis en place le séparatif eau usée, eau pluviale. Donc ça, c'est mis en place, alors peut-être pas encore partout dans les grandes agglomérations, mais sur la plupart du territoire, c'est mis en place. En 2024, il arrive encore qu'on ait certaines démarches à devoir dire au client, à l'utilisateur, non, stop, on ne vidange pas sa machine à l'extérieur, puisque là, vous envoyez la chimie dans nos rivières. Mais en 2024, ça arrive encore. Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail. Il y a du travail. Il y a encore du travail. Alors, juste avant de passer aux questions, je vous rappelle que l'émission sera disponible en replay pour ceux qui veulent la voir ou la revoir. Alors, Loane, avons-nous des questions des internautes ? Oui, alors on a une première question pour Philippe Beaucourt. Les auditeurs souhaitent avoir une petite précision et savoir combien de litres consomme une autolaveuse par mètre carré. Oh là là. Alors Philippe, c'est pointu, c'est même, c'est compliqué de répondre à ce genre de questions, puisque dans le sens où il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte sur ce principe-là. Après, on peut donner des moyens d'utilisation, par exemple sur une micro-laveuse, on évoquait tout à l'heure la 244 NX, on part du principe que la mécanisation qui a été énormément améliorée donc sur ce type de machine, on va pouvoir réaliser un lavage de 200 mètres carrés avec 2 litres d'eau. Et ça, c'est une vraie révolution, puisque jusqu'à présent, on devait énormément détremper, donc avoir des machines au minimum d'une vingtaine de litres pour avoir les mêmes résultats sur la même surface. Donc là, il y a quand même 10% de l'eau utilisée qui reste sur le sol, c'est ça, ce qu'on avait dit en préparant. Exact. Donc, celle-là, on ne peut pas faire autrement. Alors les 10% ont été, sont un peu plus, ont été réduites, donc en fait, au niveau de la récupération de l'eau, par le fait d'utiliser de plus en plus sur les machines donc des moteurs à commande numérique, donc moins énergivores et plus efficaces. On a une aspiration qui est nettement supérieure à ce qui se faisait sur de l'ancienne motorisation, sans vouloir rentrer dans la technique de la motorisation, mais tout est lié en fait. On parle de l'économie d'électricité, on parle de batterie lithium, donc avec énormément de modifications apportées également sur ce sujet-là pour améliorer sans cesse les autonomies des machines, mais ce qui permet également d'améliorer l'aspiration et d'avoir moins d'eau résiduelle donc sur les sols. Ouais. Une autre question ? Oui, alors une deuxième question qui s'adresse plutôt à Virginie. On sait que l'utilisation des lingettes permet de maîtriser la consommation d'eau, mais est-ce que ça reste vraiment pertinent comme utilisation ? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, la lingette permet de ne pas utiliser d'eau et de pas rincer, souvent. Après, les lingettes, elles sont parfois pas jetées au bon endroit. C'est-à-dire qu'en fait, le problème principal de la lingette
et utilisée en milieu professionnel ou grand public, c'est que la lingette, elle va être jetée dans les toilettes. Ça, c'est très mauvais, puisqu'en fait, ça va boucher, ça va endommager les systèmes de traitement des eaux usées. Et puis, la lingette, c'est du jetable. Donc, oui, ça a des vrais avantages en termes de consommation d'eau, en termes d'usage, hein, dans des circuits... je pense en EHPAD, par exemple. Peut-être pour certaines applications, ça reste pertinent. Pour certaines applications, hein, en EHPAD, où parfois c'est un peu compliqué, où il faut faire vite, etc., ça peut être extrêmement intéressant. Attention, ne pas jeter les lingettes dans les sanitaires. Mais là encore, je pense qu'il faut vraiment l'utiliser en réfléchissant globalement au process de nettoyage. Une nouvelle question, peut-être ? Oui. Est-ce que l'utilisation de Kobo peut permettre d'optimiser le parcours de nettoyage et donc d'utiliser la bonne quantité d'eau, mais aussi de produits ? Marie Lancio, peut-être un mot sur ce sujet. Est-ce que vous y avez pensé à ce critère d'eau pour les Kobo, finalement ? De facto, en fait, on va avoir des économies d'eau parce qu'effectivement, on va maîtriser nos parcours. Donc, on ne va pas avoir 2 fois le passage au même endroit avec le robot. Donc, effectivement, de facto, on va économiser de l'eau. Et le fait de robotiser et donc de paramétrer le robot avec, toujours pareil, la bonne quantité d'eau, la bonne quantité de produits, avec les bons disques, on va maîtriser notre méthodologie de A à Z, puisque le robot, tous les jours, il fera strictement ce qui est paramétré dans le système. Donc oui, on fera des économies d'eau. Je ne sais pas si Philippe... Philippe Beaucourt, oui, un complément. Nous, en fait, on travaille depuis quelques années, justement, par l'intermédiaire de notre centre de recherche et développement, à la robotisation. Donc, alors, on part, nous, du principe, c'est que déjà, on ne veut pas aller trop vite. On ne veut pas non plus que l'humain soit complètement remplacé par... c'est pas le but. En fait, c'est vraiment d'aller là où il y a de la pénibilité, où justement, il faudrait mettre en avant l'économie d'eau, par exemple. Ça pourrait être un facteur également à mettre en avant sur la robotisation. La robotisation, certes, va permettre de pouvoir améliorer les choses et surtout économiser de l'eau. Donc ça, c'est dans les tuyaux, mais encore une fois, sans vouloir, perdre de vue qu'il y a quand même de l'humain derrière et qu'on préfère pour le moment sensibiliser l'humain et en prendre soin. Et aller éventuellement sur des sites où, comme je le disais, il y avait de la pénibilité, des choses comme ça, et pouvoir robotiser. Ouais. Mais c'est dans les tuyaux. Hein, donc, de toute façon, je pense que tous les fabricants, à un moment donné ou un autre, après, en dehors de l'aspect juridique aussi, où il y a quand même encore un vide sur la robotisation, qui est responsable en cas d'accident, il y a encore un vide juridique là-dessus. Bon, ce sera réglé à un moment donné, puisque avec l'avenue de l'automobile autonome, ça va être réglé, mais certes, ça va économiser pas mal de choses, aussi bien en termes d'énergie qu'en termes d'eau, ça sera une nette amélioration. Ouais. Tant qu'on est sur les nouvelles technologies, on parlait un petit peu de la digitalisation que Catalion utilise, notamment pour remonter les informations du terrain. Ça va aussi dans le même sens, finalement. Tout à fait. L'idée, c'est un peu de connecter. On a un gros maillage sur les sites. Et donc, le fait d'avoir des outils digitaux, ça permet à nos équipes, même éloignées, on va dire, de leur encadrement, de pouvoir faire remonter des dysfonctionnements différents en temps réel. En temps réel, oui. Et donc, puis... de faire réagir le client très, très rapidement. Et surtout, je pense que c'est important, la digitalisation, c'est de localiser. Parce que quand on est sur des sites qui font 10 000 m², voire plus, de dire, voilà, j'ai un problème à tel endroit, dans tel local en particulier, ça va forcément, on va gagner en efficacité et le client va forcément y gagner puisque peut-être dans ce local-là, il y va très peu régulièrement. Et donc, ça permet de localiser de façon précise, très précise, où il y a eu un problème problématique. Donc, au-delà des capteurs, parce que le coût des capteurs, ce n'est pas négligeable, mais on a des outils aujourd'hui, on a des équipes en place et on peut effectivement capitaliser déjà sur ces outils et sur nos agents pour détecter un maximum de dysfonctionnements de façon très précise. Et déjà, je pense que si on arrive à bien mobiliser
nos équipes et avoir un bon maillage terrain, on va pouvoir aider nos clients à économiser, que ce soit l'électricité, de l'eau ou toute autre ressource. Encore une question, on a le temps. Oui, une autre question pour Marie Lanciot. Vous avez parlé tout à l'heure de modifier vos méthodes de travail. Comment ont-elles évolué concrètement dans l'agroalimentaire pour réduire la consommation d'eau, pardon ? Alors, on a travaillé sur la partie, on était sur la partie pression. Donc, plutôt que de se dire, on travaille en basse pression, on va peut-être travailler en moyenne pression. Donc, pour citer quelques chiffres, donc l'idée, c'est en basse pression, vous êtes à 5 bars, vous êtes à 5 mètres cubes d'eau minute. Et en moyenne pression, c'est 35 bars avec 1,8 mètres cubes d'eau minute. Donc voilà, donc déjà travailler sur vos équipements, sur ces actions débit, pression et température. Je pense que voilà, on revient sur la méthodologie, c'est-à-dire vous êtes sur site, quelle est la meilleure méthodologie sur ce site-là. Et effectivement, dans un deuxième temps, on parlait du phasage avec Virginie. Aujourd'hui, on est sur des méthodologies à 5 phases, prélavage, moussage, rinçage, désinfection, rinçage. Réfléchissez déjà à l'étape de prélavage. Est-ce qu'on peut racler avant de prélaver aux grandes eaux et puis de se dire, on fait du prélavage, moussage et désinfection. Un rinçage après ou pas de rinçage. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs actions qui peuvent être menées et la transformation de nos méthodologies vont forcément amener des économies d'eau. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui. On n'a plus de questions. On a répondu à toutes les questions, mais c'est parfait. Très bien. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup, tous les quatre, d'avoir participé à cette émission. On va clôturer là-dessus. Merci à nos intervenants et à nos partenaires. Merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau cycle du Service Live.